Alors Isao, merci d'être avec nous pour ce week-end au Salon du Polar. Alors vous êtes auteur et illustrateur franco-japonais de bande dessinée, vous êtes diplômé des Beaux-Arts d'Angoulême, vous comptez plusieurs œuvres à votre actif, dont je vais citer les titres, donc Armani Jeans, Castagne, La Trêve Chérie, Clapa, qui ont été publiés dans différentes maisons d'édition, donc aux éditions Anathème, aux éditions de Uchikochi et aux éditions Sarbacane, chez qui a été publié en 2023 votre dernière parution, Les Évaporés. Donc c'est un roman graphique qui est adapté du roman éponyme de Thomas Reverdy, qui est un roman qui est paru en 2013 aux éditions Flammarion. Et votre œuvre, donc Les Évaporés, se situe au Japon. C'est là-bas que nous allons être transportés. Et donc la bande dessinée s'ouvre sur une scène sans parole. Nous voyons un homme qui se tient prêt à partir, bagage fait. Cet homme, c'est Kaze Watanabe, un père de famille d'une 50aine d'années qui se trouve licencié du jour au lendemain après 30 ans de bons et loyaux services. Vécu comme une incompréhension plutôt que comme un déshonneur, Kaze va découvrir un scandale en quittant son entreprise. Scandale où finalement il se retrouve un petit peu impliqué malgré lui, dont il a été l'instrument. Et sa fille Yukiko revient au Japon alors qu'elle est étudiante à Lyon pour essayer de retrouver son père, un petit peu sous l'impulsion de sa mère. Et en parallèle, donc, nous suivons le parcours du jeune Akainu, un collégien rescapé du tsunami qui vient de frapper Fukushima et qui a causé l'énorme dommage sur la centrale nucléaire de la ville. Et donc les deux personnages finissent par croiser leur destin en échouant tous deux dans le quartier de Sanya à Tokyo, quartier pauvre où l'ombre de la pègre règne et où une majorité d'évaporés finit par atterrir. Donc Les Évaporés, votre bande dessinée, c'est une libre adaptation du roman éponyme de Thomas Reverdy. Et ma première question, c'est quel a été pour vous le point de départ de ce projet et pourquoi ce choix? Est-ce un sujet qui vous tenait à cœur? Alors en fait, c'est une proposition de la maison d'édition Sarbacane. C'est l'éditeur Fred qui m'a proposé en fait de faire l'adaptation du livre que je ne connaissais pas, pour tout dire. Et donc en fait quand je l'ai lu, quand j'ai vu que ça parlait d'un sujet un peu quelque part un petit peu tabou, ça m'a tout de suite intéressé. Et donc et puis aussi le personnage de Kaze que je voulais bien, c'est ce personnage-là que je voulais un peu développer, et puis avec sa fille aussi, la rencontre avec Akainu. Donc c'est ces trois personnages-là qui m'ont plu en fait dans le récit et qui m'ont donné envie de faire l'adaptation. Et donc Les Évaporés donc reprennent un sujet d'actualité, de disparition volontaire au Japon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces évaporations, ces disparitions volontaires en quelques mots? Alors c'est donc on les appelle les évaporés depuis l'après-guerre, donc les années 50. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui au Japon, mais ça reste quelque chose qui, enfin voilà, on parle de ce phénomène-là dans les médias, mais c'est vrai que il y a une sorte de peut-être quelque part, c'est à la fois un petit peu exagéré parce qu'il y a des disparitions partout dans le monde, mais ce qui fait la spécificité de ces disparitions au Japon, c'est que il y a en fait des déménageurs de nuit, on va dire, c'est les yonigaya, qui s'occupent de faire ces disparitions. Si on fait appel à eux, voilà, dans tel ou tel jour, ils interviennent. Et c'est vrai que ça n'existe pas vraiment en France. On n'entend pas parler de yonigaya en France. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité de ces évaporés, enfin de l'évaporation au Japon. Donc voilà. Donc c'est un phénomène, voilà, que vous connaissiez déjà avant de lire le roman, puisque vous êtes à moitié japonais. Est-ce que c'était un sujet que vous aviez déjà entendu avant
Oui, alors c'est en fait c'est ma mère, je crois, ma mère est japonaise et c'est elle qui m'a parlé de Johatsu, donc des Johatsha, donc c'est les évaporés, littéralement. Donc ces gens-là qui, pour elle, c'est les gens de quand elle était enfant, quand le Japon commençait, donc après la guerre, à se moderniser de plus en plus, les gens de la campagne qui allaient en ville et qui ne revenaient plus, et on les appelait les évaporés. Et donc c'est quand ma mère m'a parlé de ce phénomène-là que j'ai entendu pour la première fois ce terme de Johatsu et d'évaporation. Voilà. Alors c'est une bande dessinée qui est super bien documentée, qui raconte quand même une fiction, hein, mais dont le déroulé se base finalement sur des faits réels, hein. On a le cas aussi de l'accident nucléaire de Fukushima qui ressort aussi beaucoup. Donc il y a quand même un petit côté très documenté derrière. Mais vous, quand même, votre cœur de métier, c'est l'illustration. Donc là, vous avez une double casquette sur cette BD et sur les précédentes également. Mais vous êtes illustrateur plus que finalement scénariste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre façon de dessiner, sur les illustrations, en tout cas que vous avez proposées sur cette bande dessinée? Alors pour adapter donc le roman, j'ai changé un petit peu mon style graphique, légèrement, parce que c'est la première fois que je faisais une bande dessinée qui se passait au Japon. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment la France, soit la France profonde, ou la France rurale que je dessinais. Et là, en fait, je me suis dit, c'est tous les décors japonais que j'ai jamais vraiment dessinés, les décors de ville, décors urbains, c'était pas vraiment... j'avais jamais essayé de dessiner des bâtiments. En plus, il y avait ces problèmes de perspective, tout ça. Et donc, au début, ça me faisait un peu peur. Mais au fur et à mesure, en feuilletant un petit peu les bandes dessinées par exemple, un de mes coups de cœur au début, quand j'ai commencé la BD, c'était Akira. Donc, je me suis un peu replongé dans Akira. Donc bien sûr, lui, dans Akira, c'est vraiment des bâtiments à n'en plus finir, mais dessinés de manière très très juste, et où il n'y a aucun, il n'y a pas une fenêtre qui manque à un bâtiment. Donc je suis pas allé jusque là, mais en me replongeant dans dans ses premières influences, et aussi en découvrant un petit peu les BD de Urasawa, j'étais passé un peu à côté de plein de mangas. Donc c'est un peu en regardant les mangas, certains mangas, que j'ai un peu affiné mon trait, et puis par rapport aux bandes dessinées précédentes, quoi. Là, vous avez quand même un trait de crayon qui est très précis, j'ai trouvé en tout cas dans la bande dessinée, qui est aussi très 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 juste, hein, vraiment on est dans des détails qui ressortent, des détails très précis déjà sur le Japon, sur les paysages, au niveau aussi du quartier de Senya, les encarts publicitaires, les décors de la ville. Alors je suppose, hein, que c'est peut-être aussi des images que vous avez réellement vues peut-être pendant vos voyages. Oui, alors en fait, j'ai utilisé... normalement, je devais aller au Japon au moment de la réalisation du livre, de faire le crayonné et l'ancrage, je veux dire. Mais j'ai pas pu y aller, donc je me suis j'avais pris des photos, vu que ça se passe en 2012, j'ai essayé de pas faire d'anachronisme, et donc je me suis dit, tiens, je vais fouiller dans mes vieilles photos argentiques que j'avais prises à l'époque. C'était un peu avant 2012, donc
À l'époque, j'avais pris plein de photos de Tokyo, tout ça, et donc j'ai pris ces photos-là notamment. Et puis forcément, oui, Internet, où par exemple sur Google Street, en fait, on peut choisir la date et voilà, aller en 2012, et puis après, voilà, c'est vraiment la rue telle qu'elle était à ce moment-là. C'est ça. Et puis, en fait, j'ai fait des sortes de montages comme ça. Alors, j'ai sur Google, donc je voyais telle photo, mais c'était pas le bon angle pour moi. Donc, j'ai essayé d'imaginer ce bâtiment-là, mais vu sous un certain angle. Donc, il fallait que je trouve les toits aussi, parce qu'il y a des toits spécifiques en tôle dans les quartiers de Sanya ou des quartiers populaires. Où il fallait vraiment que je fasse des recherches comme ça pour voir comment étaient construits les toits, parce que c'est pas forcément des tuiles traditionnelles, des fois c'est de la tôle et un peu du bricolage aussi. Et donc c'est aussi ça qui m'a intéressé de faire ces recherches. Et pour rendre un dessin finalement plus proche de la réalité. En essayant d'être plus proche. Plus proche de... Ouais. Alors peut-être une dernière question pour clore cette interview. Quand on lit la bande dessinée, donc il y a des parties où en fait les bulles sont seulement dessinées. Vous n'y avez pas forcément mis de texte, et on a quelquefois des pages, notamment au début, on a cette double page où il y a juste du mouvement, en fait, il n'y a pas de paroles, pas de texte. Ah oui. Oui, on en retrouve aussi des fois au milieu de la bande dessinée, et ça crée un silence, une espèce de pause. Est-ce que c'est un silence un petit peu volontaire qui vient rappeler aussi peut-être finalement aussi ce qui est un petit peu propre aux évaporés, c'est-à-dire disparition dans le silence, et puis ensuite ces disparitions qui sont également tues parce qu'il ne faut pas en parler, c'est un petit peu honteux. Donc est-ce que ça venait peut-être... Ouais, j'ai essayé de faire quelque chose un peu... être dans quelque chose de plus contemplatif que ce que je fais d'habitude. Et donc, oui, c'est peut-être j'essaye de... Ouais, il y a aussi du blanc, quoi. Enfin, pas mal de... Enfin, dans mon trait, en fait, il n'y a pas beaucoup d'aplats, je crois, de noir. Et ça fait aussi que c'est un peu aéré, que ça participe à peut-être un certain silence. Et les cases muettes aussi, oui, c'est vrai. Et puis c'est assez plaisant, je trouve, des fois de lire dans une BD, de ne pas avoir de dialogue et de se laisser juste transporter par le dessin pur, sans puis ça laisse aussi l'enchaînement. Plus de liberté à l'interprétation aussi. Oui, aussi, oui. Mais bon, après, c'est pas forcément conscient, j'ai pas fait ça peut-être... Enfin, j'ai pas tout calculé, bien sûr. Mais au final, ça peut laisser entendre que, ce silence, quoi. Un silence très plaisant, et puis qui permet en effet de contempler votre coup de crayon qui quand même est très remarquable. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci de participer à ce week-end du Salon du Polar. Avec plaisir, merci. Merci.